D'accord. Non, je vous trouve une chaise, Angela. D'accord. Une petite seconde, hein, je vous amène une chaise. Il n'y a pas de problème. Alors, entre-temps, moi je vais vous entretenir, mesdames, messieurs, c'est mardi et il n'y a rien de plus intéressant pour moi que de vous retrouver à travers cette rubrique santé de 5 sur 7 matin. Bonjour Merci. et bienvenue. Vous savez, Angela, elle aime rester debout. Donc j'avais Oui, cru que vous allez rester parce debout qu'il est aussi. tellement grand, et vous aussi d'ailleurs, que j'ai ce complexe-là d'être. Alors, Ricardo, bonjour. Bonjour, Vous Angela. allez Comment bien? ça va et vous-même? Ça va. D'accord. Ça a été? Ça va, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, le 14 novembre prochain, ce sera la journée mondiale de lutte contre le diabète. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces personnes-là qui souffrent déjà du diabète et qui, dans le temps, peuvent avoir des troubles au niveau de leur sexualité. Et hommes comme femmes diabétiques pourraient donc, dans les complications de la maladie, souffrir au niveau de leur santé de reproduction. Avec nous sur ce plateau, donc, pour en parler, le docteur Jules Nyekou, c'est un habitué de nos écrans. Il est médecin endocrinologue, maître assistant à la faculté des sciences de la santé. Et vous pouvez toujours le retrouver au CNHU HKM de Cotonou. Docteur Nyekou, bonjour et merci de nous aider à respecter le rendez-vous de la santé de 5 sur 7 matin. Bonjour Madame Angela, bonjour Monsieur Ricardo. Bonjour, C'est un plaisir docteur. pour moi de retrouver vos visages sur le plateau. Ça C'est fait un un moment plaisir qu'on passe de partagé. temps en temps. C'est ça. Est-ce que j'ai bien fait la présentation? Non, bien sûr. D'accord. Merci pour la présentation. Alors, je vais en revenir avec vous et être au cours. Vous serez mon professeur, ce sera bien. Non? Bon. Alors, le 14 novembre prochain, je le disais à l'entame de la rubrique, les réflexions des experts du monde entier seront focalisées sur la lutte contre le diabète et j'aimerais que vous nous parliez du thème qui a été retenu pour cet exercice. Merci. Effectivement, depuis quelques années, le 14 novembre a été retenu comme la journée mondiale du diabète, en honneur à M. Banti, qui a découvert l'insuline. Donc, cette journée a été retenue pour mettre une emphase sur le diabète, sur la prévention, ce que c'est que le diabète, les complications. Cette année, et chaque année, il y a un thème. Le thème cette année, c'est le personnel infirmier, le diabète. C'est un personnel qui représente 59% du personnel soignant dans le monde de façon globale. Et leur rôle dans la prise en charge des personnes vivantes avec le diabète est très déterminant. Donc cette année, le choix de ce thème a porté sur. C'est ça. Donc, il va falloir qu'il se forme, c'est ça ou c'est quoi? Oui, c'est comment encourager le personnel infirmier à jouer un rôle plus performant dans la prise en charge des personnes vivant avec le diabète. C'est tout ça que l'accent est mis. Et également, comment les former davantage, les équiper pour que ça soit un personnel de proximité pour le patient diabétique dans tout ce qu'il y a comme soins, les injections d'insuline. C'est eux qui sont de véritables éducateurs en la matière. C'est ça. Alors, au Bénin, quelle est la situation de la population générale face au diabète? La situation du diabète au Bénin est à l'image de ce qui se passe sur le plan global dans le monde. C'est une situation qui est malheureusement alarmante. Les chiffres ne cessent de grimper. Au Bénin, les premières enquêtes nationales, d'envergure nationale, c'était en 2001 et le taux était autour de 1,10% de la population générale. En 2008, ce taux est passé à 2,6%. C'est multiplié par plus de 2 fois déjà. Et la dernière enquête nationale, en 2015, le taux est déjà à plus de 4%. 4%. Donc, on voit que de façon constante, ça augmente. Donc, il y a vraiment de renforcer les efforts pour freiner un peu cette pandémie. Alors, quand je prends 10 personnes, ça veut dire que combien? Environ une personne sur 10 dans le monde souffre du diabète. C'est ça. Une personne sur 10 dans le monde.
Ces chiffres alarmants-là, qu'est-ce qu'on met à l'index pour justifier ça? Quels sont les facteurs mis en cause pour justifier cette élévation, cette progression exponentielle, on va dire? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer l'augmentation de la prévalence du diabète dans le monde. Il y a des facteurs les plus incriminés, qui sont les plus constants, les plus retrouvés dans presque toutes les études. C'est la modification du style de vie, notre mode de vie. La transition nutritionnelle, voilà. Surtout dans les pays à faible revenu, à moyen à faible revenu, on a un style, c'est comme si l'alimentation s'occidentalise. Et on est de plus en plus sédentaire, on fait moins d'activité physique et on consomme de façon très calorique. Donc les deux événements ensemble, consommer des aliments très riches en calories et on réduit ses activités physiques, les deux ensemble concourent à l'éclosion de l'obésité. Et une fois qu'on a l'excès de poids conduit, si rien n'est fait, à la survenue du diabète de type 2, puisque c'est le plus fréquent dans 90% des cas dans le monde, c'est le diabète de type 2 qui concerne les sujets adultes. Au niveau de l'alimentation et de la transition nutritionnelle, on va dire que nous avons progressivement laissé notre alimentation traditionnelle pour adopter un mode d'alimentation un peu plus moderne, oui. Qui constitue à prendre les shawarma, hamburgers, c'est souvent des aliments qui sont très riches en lipides, du gras. Les fast-food et même la quantité qu'on se sert aujourd'hui, ça a dépassé les normes requises. Tout à fait. Vous voyez, il y a le charme. À côté de ça, il y a encore des frites, les pommes de terre. Vous voyez, c'est déjà très calorique la pomme de terre. Ensuite, avec de l'huile. Donc, tout ça a contribué à faire grossir. C'est ça. Alors aujourd'hui, je l'annonçais, nous allons parler de l'influence du diabète sur la sexualité des patients. Mais d'abord, nous allons nous entendre sur ce qu'il est convenu d'appeler le diabète. Le diabète est une maladie appelée maladie métabolique. Au fait, ça veut dire quoi de façon simple? C'est une maladie qui est caractérisée par une élévation permanente du taux de sucre dans le sang. Et on parle du diabète lorsque on fait la glycémie, le taux de sucre, c'est ça qu'on appelle la glycémie, et que ce taux-là dépasse 1,26 g par litre à jeun. Ou bien si à n'importe quel moment de la journée, même si ce n'est pas à jeun, on fait votre taux de glycémie et que ça dépasse 2 grammes et que vous avez des signes du diabète tels que la soif, le fait d'uriner fréquemment, on se lève plusieurs fois la nuit pour uriner abondamment. Il y en a qui se lèvent près de 10 fois, 6 fois, 10 fois, 14 fois. Oui, mais quand on a pris du thé, par exemple, avant de dormir, on a bu trop d'eau, Oui, quand on a bu trop d'eau, on ne peut pas uriner autant. C'est vrai. Donc, sur le plan physiologique, même si vous avez pris quelque chose du thé ou bien de l'eau, on ne peut pas uriner plus de 10 fois la nuit. Le maximum, c'est 2-3 fois. Mais ça ne va pas devenir 4 fois, 5 fois, à part de 4 fois déjà. Il faut s'inquiéter, il faut s'assurer qu'il n'y a pas un diabète. Et en fait, il y a les fourmis là qui peuvent... Oui, c'est quand on a uriné quelque part où les fourmis peuvent... mais si c'est dans les toilettes, on a chassé ça, c'est difficile de voir les fourmis dans l'eau. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'appareil génital de l'homme, par exemple, lorsqu'il est diabétique? En fait, l'excès de sucre à long terme expose à des complications. En fait, le sucre en excès est toxique. Je pèse le sucre en excès. Parce qu'on diabole le sucre. Non, sans le sucre, on ne peut pas vivre. Mais tous nos aliments sont sucrés. Tous nos aliments, il y a du sucre dedans. Et le sucre, ce n'est pas mauvais. C'est l'excès qui est mauvais. C'est comme pour le véhicule, le carburant. Si on n'a pas le véhicule n'a pas de carburant, il ne peut pas bouger. Si nous n'avons pas de sucre, nous ne pouvons rien faire. Je parle ici maintenant parce qu'il y a du sucre que l'organisme est en train d'utiliser pour qu'il puisse avoir la force. Donc, l'excès de sucre à long terme va détruire toutes les structures de l'organisme. L'œil, le cœur, tout peut être touché dans l'organisme par le diabète. Tout. Il n'y a pas d'exception. Maintenant, dans le cas des problèmes d'appareil génital, le diabète va toucher les nerfs. Les nerfs, c'est des fibres qui permettent la transmission de l'information sensorielle et motrice pour que les choses fonctionnent. Et en dehors de ça, les vaisseaux. Les vaisseaux, c'est les tuyaux par lesquels le sang arrive vers les organes et quitte les organes pour le cœur. Donc, le diabète va boucher progressivement avec la conjonction de deux autres événements tels que
les problèmes d'excès de cholestérol, les problèmes d'hypertension artérielle. Donc petit à petit, ces vaisseaux-là vont se boucher. Or, pour que l'appareil génital soit aussi bien chez la femme que chez l'homme, il y a ces structures qui doivent être intègres. Le sang doit pouvoir arriver sous une pression donnée au niveau du pénis pour qu'il puisse se gonfler. Corps caverneux puisse se gonfler, gorger de sang pour rester dur, pour avoir l'érection. Donc voilà que le diabète bouche ces vaisseaux progressivement. Ensuite, pour qu'il y ait l'érection, il faut que les nerfs soient fonctionnels, que les sensations puissent être véhiculées. Le diabète touche ces nerfs, il y a l'atteinte nerveuse. Et enfin, pour qu'il y ait érection, il faut également des hormones. Il y a la sécrétion des hormones au niveau des testicules, la testostérone, au niveau de la femme, l'estradiol, au niveau des ovaires. Donc le diabète également perturbe la sécrétion de ces hormones. Donc on aura une diminution du taux de ces hormones-là dans le sang. Donc, il y a une atteinte de ces 3 éléments qui sont importants pour avoir une sexualité optimale. Donc aussi bien chez l'homme que chez la femme, ça va se passer comme ça. Mais chez la femme, on a besoin que le sang vienne au niveau du sexe aussi, des lèvres, c'est ça? Tout à fait. C'est pas voir seulement les lèvres. Il y a, au cours de l'acte sexuel chez la femme, il y a une étape de lubrification, en phase d'excitation. Il y a des glandes qui doivent sécréter des substances pour lubrifier la paroi, la muqueuse vaginale. La sécrétion, ça part du sang. Il faut que le sang arrive, qu'il reste sous certaines pressions pour que ça se passe. Donc, et pendant la phase d'excitation, les vaisseaux se dilatent, s'ouvrent pour que le sang, cette zone soit gorgée de sang. Voilà que le diabète va obstruer progressivement. Le diabète non pris en charge, je souligne cela, va obstruer ces structures vasculaires, les vaisseaux, et aussi une atteinte de ces nerfs. Mais même si c'est pris en charge, vous avez dit que c'est dans le temps, non? C'est une complication normale, non? Enfin, vous avez dit que c'est quand c'est pas pris en charge. Justement, en fait, aucune des complications n'est une fatalité. Parfois, quand on parle, ça fait paniquer. Ah, j'ai le diabète, donc il y a des problèmes de sexualité. Non. Un diabète qui est bien suivi, les complications sont rares, sont exceptionnelles. En général, quand il y a les complications, ça veut dire quelque part, on n'a pas été bien pris en charge, on n'a pas été bien suivi. D'accord. Alors, tout ce que vous veniez de décrire là, comment est-ce que ça va se manifester dans la réalité, déjà chez l'homme? Chez l'homme, la sexualité, de façon visible, c'est l'érection chez l'homme. Donc, l'atteinte de ces vaisseaux, l'atteinte des nerfs, l'atteinte de la sécrétion des hormones, le taux de testostérone qui va baisser pour un diabète qui n'est pas bien équilibré à long terme, va se traduire par les troubles de l'érection. Ça peut être une absence d'érection, une absence totale d'érection, ou bien une faiblesse en termes d'érection qui n'arrive pas à assurer de façon optimale l'acte sexuel, ou bien des problèmes d'éjaculation. Il n'y a pas d'éjaculation, ou bien il peut y avoir des éjaculations qu'on appelle éjaculation rétrograde. Donc que ça passe sur la voie normale, ça se retrouve dans la vessie, en fait. Ça remonte au lieu de descendre. Donc il y a ces anomalies qui sont des anomalies liées au dysfonctionnement au niveau du trajet des voies génitales de l'homme. Est-ce que la libido est touchée? Tout à fait. Vous voyez, j'ai dit que le diabète également peut toucher la sécrétion des hormones. Pour la libido, l'hormone qui est responsable de ça, c'est la testostérone et l'ocytocine. Donc, ces hormones-là, lorsque le diabète n'est pas équilibré, peuvent voir leur sécrétion diminuer. Donc, il y a une atteinte de la libido. Ça, c'est la première explication pour la libido. Libido pour dire que vous n'avez pas... Le plaisir, l'envie, voilà, l'envie. D'y aller, quoi. L'envie. Et même si les hormones ne sont pas touchées également, leur sécrétion, ouais, le diabète aussi, c'est déjà un poids psychologique énorme. Le fait de penser qu'on a le diabète, tout ça, ce stress psychologique, cette anxiété va toucher également, va mener à avoir des problèmes de libido. On n'a pas envie, bon, la vie, je suis diabétique, je vais mourir, tout ça. La personne ou l'homme, il a peur de ne pas avoir une bonne érection et du coup, ça peut aussi... Oui, tout ça crée un cercle vicieux. On a peur et après ça se passe, il n'y a pas d'érection et puis on est gêné et puis on a peur et ça crée un cercle vicieux et vraiment il faudra avoir un appui extérieur médical pour pouvoir rompre le cercle. C'est ça. Et chez la femme. Chez la femme, c'est vraiment subtil. On n'en parle pas souvent, mais il y a une étude qui a été
qui a été faite en 2016, qui a montré que les femmes également sont très concernées par le problème de la dysfonction sexuelle. Chez l'homme, c'est une étude qu'on a faite en 2014, c'est pratiquement 74% des hommes. Mais il faut souligner que dans ces populations qu'on avait considérées à l'hôpital, c'est des patients diabétiques qui étaient vraiment d'un certain âge, dans le diabète, plus de 5 ans, 10 ans de diabète. Mais chez la femme, en 2016, il y a un travail qu'on a conduit chez près de 184 femmes sur les problèmes de la sexualité. Et 84% avaient des troubles sexuels. Et ces troubles sexuels portent sur 4 composantes, plusieurs paramètres. C'est les troubles par exemple, du désir. Ouais, c'est des choses qu'on n'évalue pas souvent, mais quand on questionne les gens, c'est que, bon, à cause du diabète, par rapport à celle qui n'est pas diabétique, il y a moins de désir de la sexualité chez celle qui a le diabète. Donc, il y a un taux de désir dans l'ordre de 90%. C'est même la composante la plus touchée, 90%. Ensuite, il y a le taux de l'excitation avec lubrification, qui sont aussi présents dans 84% des cas. Et puis, il y a les troubles de l'orgasme. Déjà que ce n'est pas facile pour la femme naturellement d'atteindre l'orgasme. Beaucoup rapportent dans ces populations, près de 80% également, des problèmes de manque d'atteinte d'orgasme par rapport à avant. Et enfin, les troubles sexuels chez la femme, c'est les troubles douloureux, les rapports sexuels douloureux. Et ça se comprend si on tient compte de ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, qu'il y a une étape de lubrification. Voilà qu'il y a un problème de sécrétion, le vagin n'est pas bien lubrifié, donc les rapports sexuels sont douloureux au début, on parle de dyspareunie, et parfois c'est des problèmes de contraction musculaire qui donnent ce qu'on appelle le vaginisme. Donc ces anomalies, nous l'avons retrouvé au sein de ces populations diabétiques. Mais il y a un gros problème en fait parce que les femmes diabétiques, à ce que je sache, c'est sous votre contrôle, vont faire beaucoup d'infections de l'autre côté de leur organe génital. Oui. Du coup, par exemple, quand vous avez des démangeaisons, quand ça vous brûle, vous n'avez forcément pas envie que quelqu'un vienne encore faire une sale besogne. Et c'est ça qui pourrait expliquer... c'est ça qui pourrait expliquer le manque de désir, parce que quand vous vous grattez, vous êtes gêné, vous n'avez pas forcément envie que votre conjoint vienne constater que de ce côté-là, c'est pas Jojo. N'est-ce pas? Tout à fait. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans la jeunesse de ces troubles, les facteurs locaux, c'est de ça que vous parlez. Les infections, effectivement, les infections sont plus fréquentes. Pourquoi les femmes sont sujettes à beaucoup d'infections quand elles sont diabétiques? Non, c'est à cause déjà de l'anatomie de l'appareil génital. Il y a une grande muqueuse qui est plus ou moins exposée à l'extérieur, malgré sa situation. Il y a une grande muqueuse qui est exposée. Est-ce que le sucre, en fait, fait le lit Et le sucre, l'excès du sucre baisse la défense immunitaire. Ça diminue les défenses de l'organisme. Et sur la muqueuse, il y a des structures qui assurent la défense. Voilà que ça a baissé. Donc, c'est facile que des microbes s'y greffent facilement. Il peut y avoir des problèmes de pète blanche, tout ça, qui sont responsables de ces grattages, des brûlures. D'accord. Alors, peut-on finalement guérir de ces troubles-là, homme comme femme? Guérir, bon, je peux dire... On peut prendre en charge chez l'homme, pour prendre en charge cela, déjà, c'est l'équilibre optimal du diabète. Il faut que le diabète soit équilibré pour arrêter le processus de destruction des nerfs et l'obstruction des vaisseaux. Et puis, il y a des médicaments, après évaluation, il y a des médicaments, et ça donne vraiment de bons résultats pour pouvoir, qu'on prescrit aux malades diabétiques pour aider dans ce sens-là. Maintenant, parfois, les médicaments ne marchent pas. Il y a beaucoup de possibilités avec les urologues. Il y a des implants, des prothèses, il y a plein de choses qui se font. Les psychologues aussi peuvent intervenir. Tout à fait. C'est une prise en charge multidisciplinaire. Les sexologues, il y a une éducation sexuelle, c'est une prise en charge dans les formes sévères. Non. Maintenant, chez la femme, même chose, c'est la prise en charge du diabète. Et en fonction des troubles qui sont présents, on va orienter le traitement. Si c'est un problème de sécrétion vaginale, problème de lubrification, il y a des gels. Il y a des gels qui sont prévus pour ça, qui ne coûtent rien, qu'on conseille aux gens pour aider dans ce sens-là. Et puis, quand c'est les chocolaté, vanille, plein de trucs. Donc, quand c'est les problèmes de désir, en fonction de l'anomalie hormonale, on peut corriger. Donc, en fonction, il y a un traitement. Mais on dit qu'on guérit de ça, c'est peut-être difficile de dire qu'on guérit, mais il y a des traitements qui permettent vraiment
d'avoir une sexualité plus ou moins Plus ou acceptable. moins Voilà. épanoui. Voilà. Bon, ça va venir, ça va partir. Bon, enfin, yo-yo quoi. Alors, pour ne pas quand même en arriver à ces troubles-là, est-ce qu'on peut parler de prévention? Oui, pour éviter ces troubles sexuels, c'est la même chose qu'il faut faire pour éviter toutes les complications du diabète, que j'ai expliqué. C'est d'éviter l'excès de sucre. Ça veut dire, quand on a le diabète, il faudrait que son taux de sucre à jeun, la glycémie, soit comprise entre 0,80 g et 1,20 g par litre. Quand c'est dans cette tranche-là, 0,80 à 1,20, et que vos glycémies à jeun, si vous faites, pardon, les glycémies après le repas, si vous en faites de temps en temps 2 heures après le repas, ça doit être inférieur à 1,80 g par litre. Voilà des objectifs qui sont reconnus dans le monde entier pour prévenir les complications. Et puis, il y a ceux qui sont diabétiques, ça de quoi je parle. L'hémoglobine glyquée, c'est un paramètre qu'on fait tous les 3 mois. Tant que c'est inférieur à 7%, vous êtes à l'abri de ces complications-là. Ça, on peut prévenir. C'est la prise en charge du diabète et aussi d'autres facteurs de risque qui l'accompagnent, tels que l'hypertension artérielle, les problèmes de cholestérol, d'excès de cholestérol. Quand on prend tout ça en charge, on est à l'abri des complications. Même si les complications doivent venir, elles sont très tardives, elles sont moins sévères. C'est vrai que vous n'êtes pas sexologue, mais vous êtes quand même médecin. Lorsque, par exemple, Ricardo et moi, nous sommes en couple, et c'est moi, par exemple, qui ai le diabète, et que ces troubles-là surviennent, est-ce que la communication n'est pas très importante entre nous? Est-ce que je ne devrais pas lui parler pour que lui, il essaie de m'aider à en sortir? La communication, elle est fondamentale. Moi, parfois, le plus souvent, j'aime voir les deux couples. Si c'est le mari que je suis, à un moment donné, il dit, ben, il faut faire voir. Il dit, madame, elle se plaint à la maison. Ah, ma femme se plaint, tout ça, il faut la faire venir. Et ensemble, on discute. C'est très important. Ouais, le monsieur il a un problème de direction. La femme veut ce geste, ce mot, ça l'enfonce davantage. Et puis, si c'est la femme aussi, bon, l'homme qui accuse sa femme, que bon, c'est pas juste la femme qui m'a trompé, qu'il y a un problème de faiblesse. Il a déjà vu tout ça. L'homme a la dysfonction érectile, mais pense que c'est la femme qui l'a trompé avec un homme et que c'est à cause de ça que lui a ça. Donc, c'est des choses comme j'ai. Oui, il y a beaucoup de paramètres. C'est tout un ensemble de choses qu'il faut coordonner vraiment il faut dialoguer. Il y a le dialogue. La communication est fondamentale. Même ça, il y a même les médicaments qu'on prescrit, ça ne marche pas du coup. Donc, il faut associer le partenaire ou la partenaire pour dire, ça ne marche pas, ne vous découragez pas, ça finira par marcher, ça finit toujours par marcher. Et pendant ce temps, l'autre fait, disons, l'abstinence, c'est ça, hein? Et attend que l'autre revienne. Bon, la vie du couple, ce n'est pas que forcément la pénétration tout le temps. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a rien à vous apprendre en la matière. Alors, on va rapidement. Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est possible, non? Les hommes n'attendent pas souvent les femmes, mais les femmes sont obligées de le faire. C'est même une obligation, quoi. Bon. Sur le diabète, souvent, chacun a sa petite idée et on en a peur, en fait. Donc, je voudrais que vous donniez, pour finir, quelques conseils à la population générale pour ne pas déjà venir vers le diabète. Merci. Premièrement, je voulais dire ceci. Le diabète n'est pas une fatalité. C'est pas, même si quelqu'un a le diabète dans votre famille, vous êtes prédisposé, ce n'est pas une fatalité. Ça ne veut pas dire que obligatoirement vous aurez le diabète. Non. C'est la modification du style de vie qui vous permet d'éviter le diabète, ou bien ça doit arriver, ça va survenir tardivement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier élément, c'est d'éviter l'excès de poids. Ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire le rapport de son poids en kilogrammes sur la taille en mètres au carré, ce rapport, que ça soit constamment inférieur à 25 kg par mètre. Tant que c'est inférieur à 25, vous n'avez pas de poids en excès. Et pour ne pas avoir de poids en excès, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contrôler son alimentation. Éviter de manger gras, trop sucré. C'est Hippocrate, le père de la médecine conventionnelle, qui le dit. Votre alimentation doit être votre médicament. Que votre médicament soit votre aliment. Voilà. Donc, c'est très important d'avoir 3 repas par jour, éviter de grignoter entre les repas. Ouais, les bananes, par exemple, les chips, on n'a pas une idée, c'est très calorique. Les gens, ils mangent ça à longueur de la journée.
La banane est très riche en amidon. Qui aime ça. Est très riche en amidon et en même temps c'est frit, il y a de l'huile dedans. Donc ça contribue à faire prendre du poids. Même si on ne voit pas que ce n'est pas volumineux, mais ça fait prendre du poids qu'on consomme là tout le temps. Donc 3 repas par jour, éviter de grignoter les repas. Les sucreries, il faut réduire ça considérablement, faire quelque chose d'occasionnel. Et puis tout ce qui est aliments, les pâtes, il faut les réduire et consommer beaucoup plus de légumes. Et de légumes préparés avec très peu d'huile. Ce n'est pas beaucoup d'huile, on voit de l'huile, ça sur nage, non. Donc voilà les mesures par rapport à l'alimentation. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'activité physique. Il faut rester actif. Autant les petites distances, non. Il faut marcher. Il faut marcher. Même Mais le soleil. Il faut marcher. Qu'est-ce que vous dites du soleil? Faut faire... Par exemple, regardez comment vous êtes bien habillé là. Oui. Hein? Vous auriez pu... Il faut marcher. Le CNHU n'est pas loin, non. Oui. Mais soyons parfois réalistes. Quoi. Oui. À 13h, quand le soleil est au zénith, là. Qui vous a imposé de marcher à 13 Pas heures? forcément à 13 heures. Non, bon, en fait. Non, les conseils que nous donnons, Moi, je j'habite dois... Calavi. Je pars à Calavi le soir Non, à, le soir, à marcher. 20h. Je vais marcher seule. Oui, Je me marcher. fais agresser. On ne sait jamais. Je dis bien, tout le monde peut faire, doit faire d'activité physique. D'accord. Donc ce n'est pas forcément au soleil au zénith. Le soir, vous avez fini de manger, vous avez une maison, dans votre cour, vous pouvez faire des jogging, des tours dedans et manière à transpirer. Il y a des appareils aujourd'hui, des vélos de chambre qu'on pédale, les tapis Il roulants. faut avoir l'argent pour acheter. Même si on n'a pas ça, on peut marcher. La marche, ça ne coûte pas. C'est une recommandation, c'est 10 000 pas Je par ne jour. vous contredis Oui, pas, si, mais je je sais. vous Ces explique arguments-là, les oui. arguments que... Oui, c'est que les gens prennent souvent. Voilà. On peut marcher, tout le monde peut marcher. Donc, il faut faire activité. C'est 30 minutes de marche par jour, rapide par jour, ou bien 150 minutes de marche par semaine. Ouais, c'est qu'on fait parfois le week-end seulement, ça ne suffit pas pour prévenir le diabète. Il faut une marche, une activité physique régulière. Donc, il faut qu'on contrôle ça et que son poids, on n'est pas en excès. Le diabète, on peut dire que vraiment... L'âge n'est pas un facteur favorisant du diabète. Tout à fait. L'âge est un facteur favorisant. On est à partir de 40 ans, c'est un âge de... Mais de plus en plus, avec la modification du type de vie, on a des enfants de plus en plus diabétiques de type 2. Il y a des enfants de 11 ans, de 15 ans, de 16 ans. Type 2, pour dire... Oui, type 2. Oui, les téléspectateurs ne comprennent pas. Type 2, c'est quoi? Le diabète de type 2, c'est un diabète qui est dû à une diminution de la sécrétion de l'insuline. Il y a encore de l'insuline, mais ça a diminué et c'est souvent rencontré chez les sujets obèses. Et l'insuline, c'est pour réguler... L'insuline, c'est pour faire baisser la glycémie. Le diabète de type 1, c'est un diabète qui est dû à une absence totale d'insuline. L'usine ne fabrique, le pancréas ne produit plus d'insuline. C'est souvent chez les enfants de 0 jusqu'à 30 ans. Donc c'est ça. Mais ce qui est plus fréquent, c'est le type 2 dans 90% des cas. Donc de plus en plus, on voit les types 2 à l'âge jeune du fait de problèmes d'obésité, des enfants de 11 ans qui pèsent 100 kilos, tout ça. Donc il y a tout ça qui contribue au diabète. C'est l'alimentation qui est vraiment la base de tout ça. Merci beaucoup, docteur. Peut-être avant de vous laisser partir, est-ce que le diabète agit sur la vue? Oui, bien sûr. Tout à fait. Parce que j'ai un parent qui ne voit plus là. Le diabète peut toucher toutes les structures de l'œil, de la cornée jusqu'à la rétine, le cristallin. Ça peut donner la cataracte, la personne voit flou comme du brouillard. Et à une étape avancée, quand ça touche la rétine, c'est... Là, la personne ne voit plus du tout. On peut perdre la vue définitivement. Wow. Donc, pour éviter ces complications, c'est 3 observances. Il n'y a pas moyen de rattraper quand ça arrive comme ça, Quand la personne perd la vue. Quand la personne perd la vue du fait du diabète, en général, si c'est la rétine, c'est définitif. On a perdu la vue. Et si c'est la cataracte, on opère, tu peux voir, à condition que la rétine soit encore intacte. Et pour éviter tout ça, c'est d'aller à l'hôpital lorsque vous avez le diabète. Il faut vous faire suivre. Très bien. Si vous avez le diabète, il y a 3 choses à faire pour éviter ces complications. C'est de respecter les conseils par rapport à la diététique, l'alimentation, tel que c'est conseillé, de prendre ces médicaments, la deuxième chose. La troisième chose, c'est respecter le suivi. Le suivi. Ne pas disparaître et après 2 ans, 3 ans. C'est souvent dans cette période que les complications apparaissent. Mais quand quelqu'un est suivi régulièrement, il développe rarement les complications. Il ne faut pas vous suffire de ces potions magiques qu'on retrouve dans les rues. Je ne veux pas jeter du discrédit sur notre médecine traditionnelle, mais peut-être qu'il faut associer les deux. Quoi. Il faut être suivi. D'accord. Il faut être suivi. Je ne sais pas. Merci. Ricardo, vous en avez appris ce matin, Beaucoup. j'espère. Beaucoup. C'était bien pour vous. Très bien. Magnifique. Alors, j'espère que les téléspectateurs aussi ont aimé. Merci beaucoup. Ok, merci aux téléspectateurs. Beaucoup,
Vous Et aimez c'est- votre Covid? C'est toujours un plaisir de vous avoir hein, sur ce plateau. Ok, merci, c'est un plaisir partagé. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.